Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Richard-Antoine Kapeta-Kazadi qui vient dans les cas de réflexion habituelle, réflexion sur notre pays, réflexion profonde sur les actualités et sur l'avenir du Congo. Et nous avons toujours aimé dire que tant que ce pays n'est pas encore dans l'orbite, continuons à nous battre. Aujourd'hui, notre thème, la félonie Tutsi, un danger pour l'avenir du pays. Quelle leçon d'histoire pour le peuple congolais? Le vrai patriote, le vrai intellectuel, ils sont certains que le Congo n'est pas encore sorti de l'auberge. Tant que ce monde existera, tant que le Congo sera un pays jusqu'à la fin des temps et qu'il partage 9 frontières avec les pays voisins, et parmi ces pays voisins, il y a 2 pays qui regorgent des populations Tutsi, le Congo ne sera jamais à l'abri des problèmes. Le vrai intellectuel pense sur l'avenir. Qu'est-ce qui arrivera demain dans ce pays? Parce que même les problèmes qui nous sont arrivés, ils étaient pouvaient être facilement prédits. On pouvait se dire exactement qu'il y a un danger qui nous guette. Du moment qu'il y a eu déjà des problèmes au Rwanda, du moment que le FPR était en train d'avancer, nous devions penser déjà à parer à des problèmes éventuels qui devaient nous arriver. Donc, la grande question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir comment est-ce que les Tutsis sont entrés dans nos vies. Comment est-ce qu'ils sont entrés dans la vie du Congo? Quand on regarde notre passé lointain, on constate qu'à l'époque de l'administration belge, avec leur façon de voir qui n'était pas très correcte, considérant les Tutsis comme étant des tribus supérieures, ils sont allés recruter les Tutsis pour les amener chez nous, pour différents travails, différents types de travail, voulais-je dire. Et nous les avons vus dans les Katanga miniers, à Kipushi, à Kambove, à Likasi, à Kolwezi, et ils avaient été amenés dans ce pays, dans notre pays, pour des raisons d'exploitation minière comme main-d'œuvre. Mais ce n'était qu'une infime minorité des Tutsis. Quand nous arrivons dans les années 59, il y a des tourments politiques qui se produisent dans les pays voisins, et alors nous recevons en ce moment-là une vague de Tutsis qui vont entrer dans le pays. Les Belges les ont reçus parce que nous sommes en 59. Ils les ont installés spécialement dans le Kivu. Et lorsque nous arrivons en 62, pendant le régime du président Kasavubu, il y a eu encore des événements, les Tutsis sont arrivés, une grande vague de Tutsis est arrivée, on les a installés dans le Kivu. La cohabitation entre ces gens venus d'ailleurs et les communautés locales ont commencé à avoir des frictions. Comme vous le savez, le pouvoir coutumier chez nous est basé sur la terre. Alors on commençait à se disputer la terre, c'était déjà des problèmes. Mais la cime du mal de la présence Tutsi est atteinte avec le régime Mobutu. Le président Mobutu arrive au pouvoir en 1965. Il a l'air d'être un révolutionnaire et cela inquiète quelque peu les Belges. Ça les inquiète parce qu'ils se disent, écoutez, cet homme est en train de faire la lutte idéologique contre les néocolonialismes. Alors il faut absolument chercher comment le contrôler. Ils vont alors faire des propositions à Mobutu, c'est notamment les conseillers militaires de Mobutu, un conseiller militaire du nom de John Powi. Il va
dire à Mobutu, faites attention avec les autochtones. Les autochtones autour de vous, c'est un danger pour votre pouvoir. Il faut penser à des gens qui ne sont pas originaires. Eux ne seront jamais une menace à votre pouvoir. Et Mobutu va céder. Dans un certain mois de mai 1969, Mobutu va nommer comme chef de cabinet un Tutsi, un homme qui est venu de Changungu, venu au Congo pour des raisons d'études. Il s'appelle M. Barthélemy Bisenyi Manarouema, alias Bartro. Et cet homme, c'est un homme assez intelligent. Il est parmi les premiers étudiants, les premiers finalistes à la faculté de Polytechnique, où il décroche son diplôme d'ingénieur civil en électricité. Et les premières 5 années de l'indépendance, cet homme travaille dans le privé. Alors, quand Mobutu le nomme, cet homme consolide sa présence autour de Mobutu, qui inquiète les autochtones qui étaient autour de Mobutu. L'homme est tout puissant. Il est tout puissant parce que il place les Tutsis à tous les niveaux. Tenez, il donne des bourses d'études aux Tutsis qui vont aller dans les grandes universités à travers le monde. Les bourses sont payées avec l'argent du contribuable congolais. Il va contribuer grandement à la construction de l'université de Kigali. Cet homme va placer les Tutsis dans des organisations internationales comme l'OMS, comme le Banque mondiale, comme dans différentes organisations internationales. Il va placer les Tutsis. Cet homme a des pouvoirs énormes parce qu'à l'époque, comme les gens doivent le savoir, il n'y a pas de poste de vice-président de la République, il n'y a pas de poste de Premier ministre. Donc c'est lui qui fait la coordination de la présidence avec les différentes institutions de l'État, avec le Parlement, avec les cours et tribunaux. Et il est puissant parce qu'il nomme le président délégué général des entreprises, les directeurs généraux, il nomme tous les mandataires des entreprises étatiques. Et il faut dire ici que cet homme a propulsé beaucoup de Tutsis. Je vous cite des exemples. Il y a un certain Abarugira, Oscar. Il fait de lui le chef des services de sécurité. Imaginez dans un pays étranger, qui est le nôtre, le Congo, ce sont les Tutsis qui dirigent nos services de sécurité. Qu'est-ce qui nous reste comme secret? Nous n'en avons pas un seul. Et ça ne s'arrête pas là. Ils nomment Baligaza, par exemple, par l'intermédiaire de Kengo, comme PDG de l'Office national des postes et télécommunications. Et ce type, étant arrivé là-bas, il parvient absolument à ramasser beaucoup d'argent et créer la première entreprise de téléphone sans fil qu'on appelait Télécell. Les gens de notre époque, ils savent ce que c'est Télécell, avec ces gros appareils sous forme de revolvers. Et ils mettent au devant un homme qui n'était pas réellement propriétaire. Beaucoup de gens vous disent que Télécell, ça appartenait à un certain Miko, mais ce n'est pas Miko, c'était une compagnie de Baligaza. Il nomme un certain Mounia Bahire. Mounia Bahire, il le nomme directeur d'Afrima. Afrima est une compagnie qui fabrique les chaises en acier. Et en même temps, c'est Baligaza, Mounia Bahire, il est en même temps directeur de l'Union zaïroise des banques. Et cet homme, au moment où je vous parle, il est directeur des crédits à la Banque du Rwanda. Imaginez. Et ce n'est pas tout. Il y a des gens qui connaissent des shows. Pour les gens qui étaient à l'université de Kinshasa, par exemple, ou même les gens de Kinshasa en général, ce fut le doyen de la faculté de droit. Il a nommé plusieurs fois ministre. Donc, il a nommé des Rwandais partout. Il les a envoyés dans des écoles militaires.
quand je parle de Rwandais, ce n'est pas correct, je parle de Tutsi, parce qu'au Rwanda, il y a d'autres tribus, les Hutus, ils n'ont jamais posé de problème. Il y a les Touaregs du Rwanda qui ne nous ont jamais posé de problème. Donc, il s'agit de Tutsi. Alors, il les envoie dans les écoles militaires, télécommunications. Quand Kabila venait avec ses troupes, Laurent Désiré Kabila, la télécommunication était minée, parce que ceux qui se retrouvaient dans les camps de Rwandais avaient tous les secrets, tous les codes de nos moyens de communication militaires. Donc, il a complètement miné tout le secteur de la vie. Et lui-même comprendra qu'il faut absolument qu'il ait de l'argent. Alors, il va créer un empire économique. Il aura un groupe qu'on appelle Wasiko. Il aura la Brasimba avec la zarianisation. Il aura les Nyamilina. Il aura des fermes, il aura des plantations. Et il est appelé lui-même monsieur 10% ou 30% selon les cas. C'est lui qui a introduit la notion de 10% pour les travaux à effectuer. Donc les ministres, par exemple, il a fait le commerce des coltans avant même que les gens ne connaissent les coltans. Il a exploité de l'or. Il a exploité du café à Idui. Idui qui est une île paradisiaque dans le sud Kivu. Donc cet homme a tout fait au Congo, il était extrêmement puissant. Alors, le plus grand problème qu'il a fait, c'est quoi? Il avait la mission de faire fuir, de créer la peur, la torpeur chez les autochtones congolais qui étaient au niveau de la présidence, pour qu'il ait le contrôle à lui tout seul du président de la République. Donc, il faisait nommer des ministres, c'est lui qui nommait les ministres, et il va chercher ce qu'on a appelé les hirondelles. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les hirondelles sont les jeunes belles Tutsi qui l'amènent au pays, et tous les ministres de l'époque, d'une manière générale, avaient chacun une hirondelle. Et ces hirondelles jouaient les lobbying. Les lobbying pour donner des informations à leur patriarche, qui était Bisengimana. Donc cet homme, c'était un homme qui nous a complètement infiltrés, qui a permis aux Rwandais de prendre des positions stratégiques dans le pays jusqu'à la sécurité. Et les Congolais étaient vraiment, ils n'avaient rien du tout à dire. Les gens comme par exemple Maître Kamanda, ils étaient considérés comme des progressistes, marxistes, léninistes. Ce sont eux que les Belges redoutaient. C'est pour cela qu'ils ont, parce que lui était secrétaire général en ce moment-là, à cette époque-là, secrétaire général à la présidence. Ce sont les gens que les Belges redoutaient, alors ils l'ont mis dans leurs pieds un certain Bisengimana qui devait les épier, les intimider. Alors Maître Kamanda partira pour aller travailler à l'Organisation de l'Unité africaine comme adjoint de monsieur du Guinéen Diallo Ténié. Alors, ceux qui ont fait la résilience, qui ont voulu tenir tête absolument, ils ont été effacés. Ils ont été effacés parce que cet homme-là avait amené une pratique d'empoisonnement terrible à l'aide d'un poison qui était élaboré sur base de la peau du caméléon et de certains crapauds qu'on connaît dans les Sud Kivu. Donc, il a terrorisé les gens, il était tout puissant. Il a fait le chef de cabinet du chef de l'État congolais aux Zaïrois de 69 à 77, imaginez. Donc, il a tout fait jusqu'à créer ce qu'ils ont appelé International Tutsi Power, une organisation des Tutsis. Et j'imagine que c'est cette organisation qui a financé même la guerre du FPR. Donc, c'est l'argent du Congo qui a été utilisé pour tuer les Congolais. Alors, il se pose un problème. Quand je regarde les Congolais qui font des discussions inutiles dans le net, qui s'injurient, qui privilégient les tribus, qui croient que nous sommes sortis de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Tant que les Tutsis sont là et que nous sommes le voisin de ce pays, 3 pays à nos côtés, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, qui ont des populations Tutsis. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Beni. Ce sont eux qui veulent vider l'espace de Beni des populations autochtones afin qu'ils viennent occuper. C'est ça, nous connaissons les jeux. Donc ça, c'est Mobutu. Alors,
vient le tour de M. Laurent Désiré Kabila. Quand il arrive, lui, dans ses bagages, il amène James Kabaré, un Tutsi. Il amène Bouguera, un Tutsi. Il amène beaucoup d'autres gens, Tutsi. Et pire, grave, il nomme ce Tutsi, James Bouguera, comme chef d'état-major des armées. Imaginez toutes les commandes qu'il faisait au nom de l'armée. Ça n'allait pas à Kinshasa, ça allait au Rwanda. Et d'abord, il faut signaler que toutes les armes qui étaient achetées par le maréchal, ils les ont toutes convoyées vers le Rwanda. Donc, notre argent a été complètement... S'il faut évaluer aujourd'hui les contentieux que nous devons avoir avec le Rwanda, c'est en termes de 500 milliards, 700 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Donc, les torts que le Rwanda ont commis contre les Congolais, c'est exactement comme ce qu'avait fait Léopold II pendant l'État indépendant du Congo en éliminant 10 millions de Congolais, soit un tiers des populations congolaises. Ils l'ont fait aujourd'hui, tout le monde le sait, et même au plan international, on sait qu'il y a eu plus de 10 millions de morts congolais pendant l'invasion des Tutsis. Ils nous ont envahis pour prendre nos terres. Parce que même dans les accords qu'ils avaient signés, dans les accords qui accompagnent M. Laurent Désiré Kabila, ils disent que nous devons céder 300 km de terre. C'est la vérité. Ce sont les Tutsis. Alors, lorsque le président Laurent Désiré Kabila veut se raviser, c'est déjà tard, il est tué. Vient le tour de Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila arrive aux affaires, vous connaissez vous-même l'histoire, nous avons aujourd'hui beaucoup de généraux qui sont des généraux Tutsis. Donc c'est un grand problème. Nous sommes profondément infiltrés. Comment arriver à nous tirer de la gueule des Tutsis qui peuvent nous causer encore davantage de problèmes. Nous, on croit que le problème est terminé, le problème n'est pas terminé. Ils cherchent comment nous assommer demain. Nous avons échappé de justesse. Ce pays était parti. Quand il y a des gens qui pensent que le problème d'atomisation des États, c'est un faux problème, mais ce sont eux qui sont faux, parce que nous avons vu le Soudan du Sud, qui résulte de la division du Soudan. Nous avons vu l'Érythrée, qui était une partie de l'Éthiopie. Nous connaissons les problèmes de Bosnie, de la Yougoslavie. Donc, le Congo était parti. Le Congo était parti parce qu'on a vu un certain Bizimungu, un président de Pakoti, qui était mis au pouvoir à Kigali, qui dit par exemple qu'on doit réviser toutes les frontières héritées de la colonisation. Il a dit clairement et à haute voix. On a vu le président français, l'ancien président français, Sarkozy, qui dit que le Zaïre est trop grand, le Zaïre a beaucoup de richesses, il doit les partager avec le voisin. Mais qui partage les richesses de la France avec la France? On voit de quelle manière ils traitent les Noirs comme des malfrats qu'on ramène tout de suite dans leur pays, après les avoir entassés dans des camps de fortune. On les renvoie parce que la France ne veut pas que ces gens partagent sa richesse, et pourtant une richesse qu'il a prise chez nous. C'est un grand problème. Donc, c'était des choses très claires. Si aujourd'hui nous continuons encore à parler comme un pays, j'aurais dû commencer à appeler mes compatriotes de Kisangani par exemple, qui sont de notre pays, appeler ceux de Kivu qui sont de notre pays, moi aussi de notre pays. Mais nous avons cette chance de consolider la sécurité de notre pays. C'est là qu'on en appelle à des intellectuels, ceux qui se disent intellectuels, qui passent les gros de leur temps sur Internet, à s'injurier, à dire n'importe quoi. Ce n'est pas l'injure qui va bâtir le pays. Ce n'est pas l'injure qui va faire quoi que ce soit. Par contre, c'est la réflexion qui va changer ce pays. Des pays qui sont développés à travers le monde, ils l'ont fait grâce à la réflexion. C'est la réflexion qui aboutit à l'invention. C'est la réflexion qui arrive à changer, à démêler des situations difficiles. Nous devons nous exercer à la réflexion.
nous devons penser non seulement au présent de notre pays, mais à son avenir. Qu'est-ce qui va arriver demain? Quel est le coup fourré que nous réservent les Tutsis pour demain? Voilà les problèmes auxquels nous devons penser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, s'il faut des petites propositions à faire là-dessus, nous devons avoir une armée forte, puissante, une armée de dissuasion, voulais-je dire. Une armée, quand elle exhibe ses chars, elle exhibe ses hélicoptères de guerre, ses avions de guerre, tout le monde sait qu'il ne faut pas les foutre sonner là-dedans. Nous devons renforcer, moderniser nos services d'immigration. Absolument, il faut les moderniser. Pour qu'ils arrivent à jouer le rôle que tous les services d'immigration des États à travers le monde jouent. Vous vous imaginez, Mobutu a décrété le recensement en 1986 sur toute l'étendue de la République. Ce recensement a eu lieu effectivement partout, sauf dans le Kivu. Pourquoi? Parce que les Tutsis qui étaient dans le Kivu ne voulaient pas qu'on fasse ce recensement parce qu'on va les dénicher. Ils sont allés plus loin jusqu'à brûler des bureaux de l'État civil, des États civils. Il fallait que Mobutu intervienne avec sa brigade présidentielle pour une accalmie, mais une accalmie temporaire, provisoire. Vous comprenez que ces gens sont très audacieux. Ils sont en train de saliver pour nos richesses. Ils trouvent que nous ne les méritons pas. Ils considèrent le Congo c'est un paradis qu'ils ne devraient pas quitter. Et alors nous, Congolais, nous sommes là perdus dans des discussions qui n'ont pas de sens. Il faut y réfléchir. Ça, c'est une question que la présidence doit réfléchir, une question que le Parlement doit réfléchir, une question que les organisations de la société civile devraient se donner la tâche de réflexion profonde. Quel sera notre avenir par rapport à ces gens qui sont déjà dans notre pays? La petite nationalité ne peut pas donner accès à n'importe quelle fonction. Nous sommes un pays très hospitalier, mais quand les expatriés comme les Tutsis arrivent, ils prennent contrôle de notre pays, ça doit nous donner matière à réflexion. C'est pour cela que moi je pense, parce que les lois de notre pays sont claires. Rappelez-vous la Constitution de 64 de Glombourg, qui stipulait entre autres que ne peut être congolais, avoir la nationalité congolaise, que les ascendants de membres des ethnies qui ont existé au Congo avant 1885. Mais les Tutsis, on n'a jamais eu d'ethnie qui s'appelle Tutsi. Même ceux qui se disent Bénimoulenge, ce sont les gens qui sont venus dans toutes ces vagues-là et qui sont installés aujourd'hui avec l'audace. Ils se disent qu'ils sont Congolais. Mais notre pays, nous ne devons pas nous laisser faire taxer notre pays. C'est notre patrimoine. Nous devons le défendre. Nous devons l'organiser pour qu'un étranger qui vient chez nous, il vienne de façon normale et régulière, selon les règles de l'art. C'est tout ce que nous voulons. Et voilà, aujourd'hui, je disais que notre réflexion porte sur le thème de la félonie Tutsi, un danger pour l'avenir du pays. Quelles peuvent être les leçons de l'histoire que nous pouvons en tirer? C'est tout le monde qui doit en tirer. Et je devais parler, pas des questions fâcheuses, mais des questions de clarification. Les questions de clarification, c'est notamment le gouvernement qui traîne. Si le gouvernement traîne, c'est qu'il y a un problème. Mais les gens ignorent qu'il y a eu 2 accords. Il y a l'accord qui a été fait entre Félix, candidat de l'époque, et M. Vital Kamerhe. Cet accord a abouti dans ce qu'on appelait le cash. Cet accord est obtenu avant qu'on ait eu l'accord qui a été signé entre le cash et l'FCC. Alors, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a télescopage des accords. Mais ce qui me console, c'est plus ou moins le fait que le cash aujourd'hui est en coalition avec l'FCC. Même alors, l'FCC ne cache pas d'exprimer ce qu'il pense. L'FCC est gourmand, il veut tout gagner et il se prévaut de sa majorité. Il ignore cependant qu'il y a ce qu'on appelle la majorité sociologique. Sur les 80 millions, combien sont derrière le FCC? Nous savons qu'il a la majorité au Sénat, il a la majorité à la Chambre basse, il a la majorité des gouverneurs, il a la majorité des assemblées provinciales. Mais, que pense
la majorité sociologique dans le pays. C'est ça le problème. Mais nous n'en sommes pas tous là. Nous voulons tout simplement attirer l'attention des forces du changement qui ne devront pas se faire rouler. Parce que aujourd'hui, le cash a tout à gagner. Pardon, je voulais dire, le FCC a tout à gagner s'il laisse le cash gouverner le pays. Il va dire demain, voilà, nous avons contribué, nous les avons laissés gouverner le pays, nous les avons soutenus dans notre majorité. Ça sera un grand gain qu'ils pourront réaliser au plan politique. Mais s'ils veulent absolument montrer qu'ils ont la majorité, qu'ils veulent s'arroger les grands morceaux, la majorité des postes ministériels, la majorité des fonctions dans les entreprises publiques, je pense qu'il faut faire beaucoup d'attention. Et les présidents de la République aujourd'hui, qui ne doivent pas faire marche arrière, parce que les accords ils sont faits, ils ne doivent pas même faire marche arrière. C'est comme quelqu'un qui a été jeté dans l'océan avec des habits, il doit nager pour se sauver. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'il comprenne qu'il doit gérer cette situation pour qu'il arrive réellement à gouverner le pays. Nous avons suivi certains analystes. J'ai dit, mais pourquoi le président de la République a nommé des fonctionnaires qui ont travaillé avec Kabila, qui ont travaillé avec Mobutu? Dans quel pays est-ce qu'on peut garder des fonctionnaires qui ont une grande expertise? Par exemple, de l'immigration, les fonctionnaires qui étaient là-bas, qui est allé, mais qui est passé maintenant à la présidence comme conseiller en matière de sécurité pour le chef de l'État. C'est un expert de grande valeur. Et le Congo a des gens probes, des gens de grande honnêteté, que les présidents doivent récupérer. Mais tout simplement, ils doivent leur demander la loyauté. Ils doivent s'attendre à leur loyauté. S'ils ne sont pas loyaux, là, c'est notre problème. On ne peut pas négliger tous ces gens qui connaissent les arcanes de l'administration, les arcanes du pouvoir, qui permettent au président de la République de se pénétrer de la réalité, des rouages de l'État. On ne peut pas les laisser de côté. C'est notre point de vue. Et alors, on est en train de parler d'une invitation du chef de l'État à aller visiter Moscou. Là, c'est très dangereux. Nous venons de signer des accords stratégiques avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des alliés privilégiés des États-Unis. Nous pouvons tout gagner des États-Unis. Ce serait une grande erreur que d'aller se rencontrer avec les Russes. Mais pour obtenir quoi? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas obtenir des Américains? Que les Russes vont nous offrir? Rien du tout. Donc aujourd'hui, nous pouvons tout obtenir des Américains. Nous n'avons aucune raison d'aller rencontrer les Russes. Et sachez que les Américains ont toujours un slogan. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Vous connaissez la conception, l'image que les Américains se font des Russes. Vous avez vu les longs épisodes électoraux en Amérique où l'on croit que les Russes les ont infiltrés. Nous n'avons pas besoin d'aller partout là-bas parce que nous pouvons tout obtenir de l'Amérique. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons eu comme thème la félonie Tutsi, un danger pour l'avenir du pays. Quelles leçons de l'histoire peut-on en tirer? Il faut que chacun, la présidence réfléchisse là-dessus, le Parlement réfléchisse là-dessus, qu'on fasse des lois qui protègent notre souveraineté, qu'on fasse de notre immigration un instrument important pour la protection de nos frontières, la protection de notre pays. Et nous avons parlé aussi des précisions sur certains problèmes. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine occasion.